Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info, le sport et c'est l'heure du bulletin Afrique présenté par Jérôme Kouakou. Bonjour. Bonjour Thierry Angeval. Bonjour à tous, on commence par l'actualité. En Égypte, 60 millions d'électeurs sont appelés aux urnes à partir d'aujourd'hui, lundi 26 mars, et pendant 3 jours. Ces Égyptiens vont élire leur président. Le sortant, Abdel Fattah al-Sisi, brigue un second mandat de 4 ans. Un seul candidat s'est présenté face à lui. Plusieurs personnalités politiques ont été écartées ou incitées à se retirer de la course présidentielle ces derniers mois. Faute de suspense électoral, l'enjeu sera celui de la participation, même avec un scrutin se déroulant sur 3 jours. On part au Cameroun pour parler d'élections toujours. Les sénatoriales au suffrage indirect ont eu lieu hier dimanche. C'est un scrutin qui se tient dans un contexte de tension dans les provinces anglophones du sud-ouest et du nord-ouest frappées depuis plusieurs mois par des actions violentes de groupes séparatistes. Kolo Koulibaly. Quelques 10 000 conseillers municipaux doivent élire pour 5 ans 70 sénateurs sur les 100 que compte le Sénat. 30 devront être désignés plus tard par le président Paul Biya. Le parti présidentiel, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, déjà largement majoritaire au Sénat, par grand favori de ce scrutin. Le principal parti d'opposition, le Front social-démocratique, ne présentant des candidats que dans 5 des 10 provinces du pays. Le président du Sénat assure l'intérim du chef de l'État en cas de vacances, mais cette chambre n'a qu'un rôle marginal, essentiellement celui d'examiner les lois en seconde lecture après leur premier passage à l'Assemblée nationale. Selon l'AFP, l'enjeu principal du scrutin est son bon déroulement dans les 2 provinces anglophones du sud-ouest et du nord-ouest frontalières du Nigeria. Là-bas, la situation reste tendue en raison des activités de groupes séparatistes armés. Accusant le gouvernement d'avoir militarisé ces provinces, il lance des attaques meurtrières contre les membres des forces de l'ordre, de sécurité et de défense. Une trentaine tués depuis l'aggravation de la crise au dernier trimestre 2017 et procède à des enlèvements. La tension et les violences en zone anglophone ont entraîné l'exode de quelques 33 000 personnes qui ont fui au Nigeria. En République démocratique du Congo, après plusieurs années d'hésitation et de discussion, la RDC fait un grand pas vers la construction d'un port maritime en eau profonde. Malgré sa grande taille, le pays n'a qu'une petite possibilité pour construire ce genre d'infrastructure. Les détails avec Lydie Kouadou. La construction de ce port maritime se fera à Banama, dans la province du Congo central. Un contrat de collaboration a été signé ce vendredi 23 mars entre le gouvernement et la Société des Émirats Arabes Unis, Dubai Port World. Le projet a été adopté il y a quelques jours en Conseil des ministres et l'accord a été signé. Le gouvernement congolais a ainsi confié la construction du port en eau profonde de Banama à la société DP World, une occasion pour le représentant de la RDC d'exprimer tous les espoirs que ce projet suscite. José Maki
Makila, vice-premier ministre en charge des transports et voies de communication, a rappelé que le pays ne dispose que de 37 km de côte sur l'océan Atlantique et que le seul point en eau profonde est l'embouchure du fleuve Congo. Selon lui, cette petite ouverture est de surcroît faiblement exploitée. Les deux ports intérieurs, Boma et Matadi, ne sont pas en eau profonde et la faible calaison oblige tous les navires de haute mer à transiter par des ports du voisinage, dont celui de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Le port de Banama va donc créer un lien très fort avec le commerce mondial. Plusieurs sources estiment que le contrat vaudrait plus d'$1 milliard, mais aucune des deux parties n'a voulu avancer de chiffres. Selon RFI, l'État congolais devra disposer de 30% au capital social, le reste devant être détenu par DP World. Après la RDC, on part au Zimbabwe où l'actualité reste dominée par l'affaire Grace Mugabe. La police zimbabwéenne a confirmé hier dimanche enquêter sur l'ancienne et très controversée première dame du pays, Grace Mugabe. Elle est soupçonnée d'avoir empoché des milliards de francs CFA en exportant illégalement de l'ivoire de contrebande. Fleur Kofi, explication. Le journal gouvernemental Sunday Mail a affirmé dimanche que les services de protection de la nature et de la faune avaient établi que Mme Mugabe avait fait sortir de grandes quantités d'ivoire vers la Chine, les Émirats arabes unis et les États-Unis. Selon le rapport cité par le Sunday Mail, elle aurait couvert son trafic en ordonnant à l'administration de son pays d'émettre des vrais faux permis d'exportation de défense d'éléphants pour des cadeaux à des dirigeants étrangers. Une fois hors du pays, ces cadeaux étaient intégrés à d'autres chargements et livrés au marché noir, a précisé le journal. Cité par le Sunday Mail, un haut responsable de l'actuelle présidence du pays, Christopher Mutsvanga, a indiqué que le gouvernement était informé du trafic par un lanceur d'alerte qu'il n'a pas nommément cité. Le Sunday Times sud-africain de ce dimanche affirme que le lanceur d'alerte est un photojournaliste australien, Adrian Stern. Madame Mugabe doit être prochainement entendue par la police, selon le Sunday Mail. Longtemps connue pour ses seuls goûts de luxe, extravagance et coups de colère, Grace Mugabe, 52 ans, avait ces dernières années révélé son ambition de succéder à son mari. C'est pour l'en empêcher que l'armée est intervenue en novembre dernier, provoquant la démission de Robert Mugabe, 94 ans, aujourd'hui au terme d'un règne sans partage de 37 ans sur le pays. Les autorités anticorruption du Zimbabwe enquêtent actuellement sur les conditions de délivrance d'un doctorat à Mme Mugabe en 2014. Le vice-chancelier de l'Université du Zimbabwe a été arrêté le mois dernier dans le cadre de ce dossier. Au Tchad, accrochage meurtrier entre l'armée et Boko Haram sur le lac Tchad. On annonce 20 morts du côté des islamistes. Plusieurs matériels ont été abandonnés sur place par les éléments de Boko Haram. Ils se sont enfuis à bord de pirogues. Asta Sidibé. Au Tchad, un accrochage a eu lieu vendredi soir, mais l'information n'a été rendue publique que samedi, entre des éléments de Boko Haram et l'armée tchadienne sur une île du lac. C'est le premier accrochage avec les forces tchadiennes depuis un mois. C'est une tentative de regroupement des éléments de Boko Haram sur l'île de Tchoukou-Adjé qui a été dispersée par les forces tchadiennes. Nos éléments ont eu des informations qu'ils se regroupaient pour préparer des infiltrations. Nous avons voulu anticiper, explique un officier à RFI. L'accrochage qui n'a pas duré a fait 20 morts du côté des islamistes. Plusieurs matériels ont été abandonnés sur place par les éléments de Boko Haram qui se sont enfuis à bord de pirogues. Samedi, le ratissage se poursuivait encore dans le secteur du côté des forces gouvernementales. On déplore 1 mort et 5 blessés. C'est le premier accrochage entre les forces tchadiennes et Boko Haram depuis 1 mois. Avant cette date, le lac Tchad, côté tchadien, est resté près de 8 mois sans enregistrer le moindre accrochage. En difficulté militairement et faisant face à des dissensions internes, Boko Haram semblait avoir perdu ses capacités opérationnelles avant de faire parler de lui ces dernières semaines. On termine notre périple en Libye. L'armée américaine annonce avoir tué 2 terroristes lors d'une frappe aérienne samedi dernier dans le sud de la Libye visant une réunion de responsables terroristes. L'armée a ciblé la banlieue de la ville d'Oubari à 700 km au sud de Tripoli. La frappe a été effectuée en coordination avec le gouvernement libyen d'union nationale basé à Tripoli. Charles Cablan pour les précisions. La frappe aérienne de l'armée américaine visait une réunion de responsables djihadistes selon le porte-parole du gouvernement libyen d'union nationale. 2 supposés terroristes ont été tués, mais leur identité ainsi que le groupe auquel ils appartiennent n'ont pas été précisés. Dans un communiqué, les forces américaines expliquent qu'elles sont toujours en train d'établir le bilan de l'attaque et affirment pour l'instant qu'aucun civil n'a été tué. Selon des témoins cités par l'agence Reuters, la frappe a touché une maison en périphérie d'Oubari où se retrouvaient souvent des étrangers
étrangers. La ville est située dans une région désertique sur la route menant à la frontière algérienne. Ce secteur est considéré comme une zone de repli et de ravitaillement des djihadistes opérant notamment dans le nord du Mali. Dans sa déclaration, l'armée américaine explique que son objectif est bien d'empêcher les terroristes de se regrouper et de se réorganiser. Ces dernières années, les Américains ont d'ailleurs procédé à plusieurs frappes aériennes en Libye où différents groupes islamistes sont présents depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011. Fin 2016, les États-Unis avaient lancé une opération aérienne pour chasser le groupe État islamique de la ville de Sirte, plus au nord. Oh, impossible! Le bulletin Afrique pour ce lundi matin, c'est bien terminé. On vous souhaite à tous une excellente journée, mais l'info revient à 9h. C'était le bulletin d'info, présenté par Jérôme Kouakou. Découvrez l'actualité nationale et internationale sur votre radio. Radio Côte d'Ivoire, 88.0. 88.0 Abidjan. 88 FM Abidjan. 24h/24. Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1. Numéro 1. Sur l'info. Sur l'info. Et le sport. Ne bougez pas, on revient juste après la pub.